en partie et tort dans une partie. Je vais te dire pourquoi. Je vais prendre la parole, du coup. C'est que il faut pas penser tout de suite là, on cogite les programmes, les machins. Il faut cogiter pour moi. Comment rentrer dans le système, comment montrer sa gueule, comment leur rentrer dedans. Et après, quand tu branches le voir, tu dis bon, on va faire comme ça. C'est ça. Nous, à droite, on se prend trop la tête à dire oui, mais non, mais est-ce que c'est possible de faire comme ci, comme ci? C'est pour ça que moi, je suis plutôt stalinien de gauche. Voilà, tu vois. Donc, non, il faut pas. Là, tu penses comme un type un peu, tu vois, carré de la droite, tu vois. Il faut se dire comment les renverser. Parce que c'est ça ou pas, Alexis? En fait, l'idée, c'est simplement de dire qu'il faut être une force à la fois d'attraction et pour justement faire tomber les masques, parce que le roi est nu déjà depuis longtemps. Enfin, je veux dire, Macron, c'est la fin du système. Son parti, qui était la voiture balai de tous les partis qui existaient, de tous les traîtres politiques qui ont pu exister, c'est le moment où on sait que c'est la fin. Et donc, c'est sur cette fin-là, il ne faut pas qu'il y ait de suite, puisque la suite est déjà prévue avec Gabriel Attal, avec Édouard Philippe, Laurent Wauquiez, etc. Ce parti unique-là, il dessert les intérêts des Français. C'est ça qu'il faut vraiment faire comprendre aujourd'hui. Et en plus, alors qu'il se targuait d'être le parti de la raison, le parti qui éviterait le chaos, il crée les conditions du chaos. Et il crée les conditions aussi de la faillite. Donc aujourd'hui, on a la preuve que ce parti-là, le parti unique, est un danger, est une erreur. Et donc, il faut arrêter. Or, il n'y a pas d'alternative. Donc, les gens se retournent et disent, qu'est-ce qu'on fait? On le fait, on fait une alliance populaire et on agrège des millions de Français qui en ont ras-le-bol et qui disent, OK, moi je veux bien, mais alors, on travaille ensemble et on fait un truc où on gagne à la fin. Et l'idée, c'est de dire frontalement, l'Union européenne, ce n'est plus possible. Les impôts tels que vous nous les faites, ce n'est plus possible. La faillite de l'hôpital organisé, ce n'est plus possible. Les cabinets de conseil payés grassement pour donner des faux conseils et abattre l'État, ce n'est plus possible. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire, énormément de chantiers, mais le chantier numéro 1, c'est enfin faire tomber les masques et la commedia dell'arte qui n'est plus soutenable aujourd'hui parce que ça devient dangereux, ça devient réel. On a quelqu'un qui peut déclencher une guerre mondiale. On a quelqu'un qui peut déclencher un article 16 et enfermer les Français chez eux. Donc il faut créer les conditions de l'empêchement d'un futur Néron ou pire, d'un futur dictateur, puisque aujourd'hui tout est possible. Et donc il faut dès maintenant protéger la liberté des Français et l'avenir des Français. Allez, Antoine. Non, mais oui, je suis clairement d'accord avec toi. Et c'est vrai que, et clairement, je suis d'accord avec Mike aussi sur le côté, il faut matraquer surtout, au lieu de chercher vraiment sur le programme tout de suite, mais il faut matraquer quelque chose de fort. Moi, je pense que l'UE, c'est un bon angle d'attaque. Tu parlais de l'illégitimité. Déjà, l'illégimité, au-delà de parler des représentants qui, on le sait très bien, sont illégitimes, mais il y a déjà une illégitimité supérieure qui est celle de l'Union européenne. En 2005, en 2005, on l'a rejeté, en 2007, ils nous le remettent. C'est eux qui décident. La souveraineté, elle a disparu. Battre monnaie, on ne peut plus le faire. Une armée, pardon, mais avec l'OTAN, on n'a pas vraiment une armée indépendante. Et troisièmement, faire les lois. Faire les lois, les règlements, le droit dérivé de l'Union européenne, ça doit être 65-70% des lois françaises. Donc déjà, juste ce problème-là d'illégitimité, il faut commencer par l'Union européenne. Ensuite, effectivement, de toute façon, la technostructure, je reprends ce que disait Pascal, mais c'est vrai que cette technostructure, de toute façon, est aux ordres de Bruxelles. On le voit avec le Conseil d'État, etc. Donc, en finir avec l'Union européenne, déjà, nous fait avancer quand même largement. Et restauration de l'État, effectivement, restauration de la France, j'allais dire, même carrément. Parce que moi, ce qui me désespère, c'est quand même on attend en novembre pour se dire, qu'est-ce qu'on va faire avec l'Ukraine et la Russie? C'est bien, on attend l'élection de Trump. La France n'a plus aucune voix. On attend l'élection américaine, notre élection ne compte pas, on attendait l'élection présidentielle américaine pour savoir ce qu'on va faire. C'est terrible. Non, ça me fait rire, mais même quand Trump était président, tous les européistes étaient là en disant c'est le moment où l'Europe va prendre son destin en main, il est temps de faire des choses. Ils n'ont rien fait. Et là, ils reprennent. Glucksmann ressort le même discours en disant si jamais Trump est président, peut-être qu'on va pouvoir faire des choses, on ne sait jamais. Mais vous ne ferez jamais rien, en fait. C'est un cheval de Troie des intérêts atlantistes, ça ne sert à rien et on est en train de tout perdre. Donc, à un moment, on va arrêter. L'idée, c'est en fait, moi, ce que je vois, c'est le temps qu'on perd en atermoiements, en faux débats, en chiffons rouges, sur des thématiques qui nous font perdre des dizaines d'années. Maintenant, je pense qu'on peut couper dans l'art
aller très vite et dire, écoutez, il faut pas avoir fait Normal Sup pour comprendre que l'euro n'a pas d'avenir. C'est une monnaie qui va s'effondrer à terme. Je ne peux pas vous dire à quel terme, mais prenons un temps d'avance. Faut pas être non plus normalien pour comprendre que l'Allemagne est en train de s'effondrer et que ça va être compliqué pour l'Union européenne sans le moteur allemand, avec en plus la France très compliquée. Et puis la question simple qui a été la poussée du Brexit sur I want my money back, pourquoi la France paye plus qu'elle ne reçoit de l'Union européenne? Quel est son intérêt? Qu'est-ce que l'Europe nous a apporté? Alors les gens répondent tout le temps la même chose. Erasmus, quand même, on a une monnaie unique, il y a Schengen, on peut aller dans un autre pays. Non mais la prise universelle, la bouteille d'eau avec le bouchon, bien sûr qu'on garde, la paille en carton. On s'en fout partout après. Oui, bien sûr. Le fait qu'on peut être reconnu si on a changé de sexe dans un autre pays, avec son nouveau nom dans un autre pays, etc. Beaucoup d'avancées exceptionnelles, évidemment. Mais est-ce que franchement, ça vaut le coup et ça vaut les milliards qu'on a dépensés toutes ces années? La réponse est non. Donc, gagnons du temps. Voilà, gagnons du temps. Mais qu'est-ce qu'on a pu sacrifier en plus? C'est-à-dire, ça fait 30 ans, je suis désolé, mais ça fait 30 ans, il faut le dire aussi, ça fait 30 ans que les Français bossent pour les Allemands. Pardon. Oui, mais on va pas revenir là-dessus. C'est ça. Voilà. Maintenant, les gens commencent à le comprendre. C'est-à-dire que ça. Je vois ce moment comme une épiphanie où les gens commencent à voir en fait ce qu'ils ne voyaient pas, parce qu'ils peuvent le ressentir concrètement. L'inflation, le prix de l'énergie, la faillite des entreprises. Le fait que avec la guerre en Ukraine, l'Europe est en train de s'effondrer sur elle-même, et derrière des BRICS, enfin un monde au-delà de l'Occident qui regarde totalement l'avenir différemment. Et nous, on est en train d'essayer de sauver les meubles pour soutenir l'économie dollarisée et les États-Unis au prix de notre sang. Et c'est ça qui est inacceptable. Il a fallu la guerre en Ukraine. On est un grand pays avec des qualités exceptionnelles. Alors, j'ai un auditeur qui nous dit « Viva el presidente Alexis Polignos ». À toi, cher Philippe. Oui, alors moi je voudrais faire un petit, enfin justement pour contribuer à cette candidature, à cette campagne, je voudrais faire un petit avertissement, c'est que je trouve que les souverainistes sont un peu trop étatistes en économie, et ça c'est quelque chose qui peut plus fonctionner, parce que par exemple quitter l'euro pour revenir au franc, pourquoi pas, mais moi le modèle du franc que je vois, c'est celui du franc suisse, c'est-à-dire pour être souverain, il ne faut pas faire de déficit. C'est-à-dire qu'il faut équilibrer les comptes publics. Aujourd'hui, on est dans l'euro, mais en fait, on n'est pas souverain, pas seulement à cause de l'euro, on n'est pas souverain parce qu'on a 3 000 milliards de dettes, dont la moitié est détenue par des étrangers, et on a un déficit récurrent. Bon, revenir au franc, pourquoi pas, mais un franc où il y a un équilibre budgétaire, donc équilibre des comptes publics, et à ce moment-là, on n'est pas obligé de demander de l'argent à l'étranger, et on n'est pas obligé de demander de l'argent à nos épargnants, et ce qui fait que l'épargne des Français, elle va pouvoir s'investir dans l'économie. De la même façon, je suis favorable à ce qu'on ouvre au moins la possibilité, pas de l'imposer, mais on ouvre la possibilité de retraite par capitalisation, qui est une base de répartition de biens, parce que c'est la solidarité nationale pour les gens qui n'ont pas suffisamment d'années de travail, et évidemment, il faut un minimum vieillesse, je suis d'accord, mais il faut que pour ceux qui le souhaitent, on ne va même pas obliger, mais ceux qui le souhaitent, qu'il y ait une partie de leur retraite qui soit mise en capitalisation. Il faut avoir cette liberté-là. Et cette capitalisation, ça fera de l'argent de plus pour s'investir dans l'économie française. T'envoies ton CV là. Et ensuite, on ne pourra pas venir pleurer quand Doliprane se fera racheter. Mais comment on fait pour pas que ce soit repris par ces fonds, des fonds d'investissement, BlackRock, etc. Mais pas BlackRock. Non, pas BlackRock. Aujourd'hui, il y a de l'assurance vie parce que les Français, ils savent qu'ils n'auront pas de retraite. Il y a les banques françaises. Il y a beaucoup c'est les banques françaises qui gèrent l'assurance vie. Le problème, c'est qu'une grosse partie de l'assurance vie, en fait, elle est investie dans les obligations d'État. Voilà. Au lieu de s'investir dans l'économie. Bon, si on équilibre les comptes et qu'il n'y a plus de dette, enfin en tout cas que la dette n'augmente plus. Et les fonctionnaires ont l'argent capitalisation. Alors, certains en ont, voilà. Alors à ce moment-là, cet argent de l'assurance vie, cet argent de la capitalisation pour ceux qui ont fait le choix de mettre une partie de leur cotisation en capitalisation, ça s'investira dans l'économie française. Et ce sont les institutions financières françaises qui géreront ça. Il faut arrêter avec le mythe BlackRock. Bon, c'est vrai que c'est une boîte puissante, mais en France, ils sont très peu implantés. Donc, bien sûr. Et nous, en France, on a un secteur financier quand même assez compétent, on va dire. Bon, on a des banques un peu grosses qui ont un effet de levier un peu gros, qui est un peu inquiétant. Mais je veux dire, on a quand même un système financier fait de gens compétents. Donc si on le réoriente bien sur l'économie nationale, sur les PME, sur les entreprises, ça peut vraiment booster la croissance française. Voilà. Mais moi, je voudrais vraiment lancer cet avertissement parce qu'il faut être réglo sur les questions économiques. Moi, je dirais qu'il faut, par exemple, se fixer comme objectif de revenir à l'époque de Pompidou, ou l'époque où la France était un leader économique et industriel. À l'époque de Pompidou, le budget était équilibré, premièrement. Et deuxièmement, le taux de prélèvement obligatoire
c'était 35%, sous De Gaulle aussi, 35%. Oui. Et donc les dépenses, 35% aussi, parce qu'on était équilibré. Voilà, moi je dis, on pourrait fixer ça comme objectif en plusieurs années. Aujourd'hui, on est à 48% de prélèvement. 15 points de plus. Dingue. Voilà, donc 13 points de plus. Donc on pourrait se fixer comme objectif, sur plusieurs années, ça va prendre 10 ans peut-être, mais en tout cas de revenir à 35%. Parce que moi je considère que le fait de payer un tiers de ses revenus, que ce soit capital ou travail, et en échange d'avoir des services publics qui marchent bien, une école qui marche bien, la sécurité et tout ça, je considère que c'est un bon deal. Voilà. Oui. Et c'est pour ça que la France pompidolienne et gaulliste avant, ça fonctionnait. Il y avait un accord de la population parce que voilà, on paye un tiers et en échange, on a des services publics qui tournent. Bon, voilà. Aujourd'hui, on paye beaucoup plus et les services publics ne marchent pas. Donc les gens en ont ras-le-bol et ça se comprend. Voilà. Mais il faut se fixer cet objectif-là. Et je dis sur l'économie, il faut aussi que les souverainistes fassent un petit travail. Il faut qu'ils aillent voir ce qui se passe du côté de l'Argentine, par exemple, parce que alors, c'est un pays qui allait beaucoup plus mal que nous, mais moi je dis que la France, on peut très vite tomber en faillite là, parce que s'il y a une crise de confiance sur la dette de la France, si on est dégradé, si le budget n'arrive pas à être voté, ça peut aller très vite. Voilà. Donc il faut regarder ce qui se passe en Argentine, il faut regarder dans d'autres pays, il faut voir le programme économique de Trump aussi. Il faut faire un travail d'analyse et de recherche sur l'économie et être un peu moins étatiste. Voilà. Un petit conseil d'amis aux souverainistes. Voilà. Cher Pascal. Alors moi, je vais peut-être aller à l'envers, parce que la France qui a été décrite là tout de suite, qui fonctionnait bien à l'époque du général et de Pompidou, c'est parce qu'il y avait aussi une implication de l'État à travers le commissariat au plan. Et donc, de repartir sur un partenariat entre initiatives privées soutenues par l'État, ça fait marcher une économie. Mais si l'État n'est qu'une espèce de vampire qui ponctionne tous les efforts et toute la finance, ça, en plus pour la redistribuer à je ne sais qui, enfin si on sait très bien, il était à Bruxelles hier, c'est pour donner à des bandits comme ça, comme Zelensky, c'est pas comme ça qu'on relance une économie. Et on peut avoir n'importe quelle monnaie, ça peut être le yuan, le je sais pas quoi, mais moi je dis, bon c'est un peu ma formation ça quand même, la planification, ça permet, comme tu le disais tout à l'heure, d'avoir une vision à long terme et de partir sur des initiatives, sur des équipements, des aménagements qui demandent un gros effort et qui est garanti par l'État. Donc, les entrepreneurs privés peuvent très bien partir sans prendre énormément de risques sur des initiatives. Pourquoi on a des autoroutes qui sont superbes? Pourquoi on a eu le Concorde, enfin tout ça? Mais c'est parce qu'il y avait un soutien de l'État. Mais ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire que l'État doit tout faire, attention, faut pas se méprendre. Mais par exemple, en Chine, qui n'est pas un exemple pour beaucoup de choses, mais en Chine, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est le Parti communiste chinois qui détermine les priorités et les investissements, et qui amène le pognon. Ouais, enfin, la Chine, c'était pas un bon exemple parce que en ce moment, ils commencent à atteindre un peu les limites de leur modèle. Parce Mais qu'ils ont pour revenir sur ce que vous dites, je suis d'accord. Notamment tout ce qui concerne les infrastructures. Alors, vous avez parlé autoroute, on pourrait parler rail, mais moi, je suis pour la concurrence. Mais en tout cas, l'État devrait subventionner le rail et ensuite permettre la concurrence des compagnies. Voilà, bon, c'est autre chose. Mais pour revenir au sujet important qui est l'énergie, évidemment, on peut pas privatiser complètement. Et le programme électronucléaire, c'est pas un groupe privé qui aurait pu le lancer, avoir l'idée, on est d'accord. Et là, l'État a son rôle à jouer. Et l'énergie, c'est quelque chose de vital. Bon, l'État peut aussi fixer un objectif de souveraineté alimentaire, par exemple, sans être obligé de dire à tel endroit vous allez faire telle culture, évidemment, mais de surveiller, de faire en sorte qu'on soit souverain au niveau alimentaire. Ça, c'est aussi un objectif que l'État peut définir et ensuite laisser les acteurs privés le faire. Voilà. Sur les choses comme ça, sur la recherche fondamentale, le CERN à Genève, il a été financé par l'État parce que c'est pas les privés qui peuvent faire ça. Je suis d'accord, l'État a un rôle à jouer, mais il faut pas trop. Il ne faut pas aller trop dans ce sens-là non plus, parce que dans le monde actuel, il faut quand même laisser l'initiative, il faut mettre en concurrence. Et quand on voit la réussite d'Elon Musk dans l'espace, c'est aussi parce que la NASA a passé des contrats avec plusieurs acteurs privés. Oui, mais là, on chipote, les gars. Là, on chipote. Il faut d'abord cogiter à prendre le pouvoir, et après, tu chipoteras sur les détails. Non, tu prends le pouvoir en expliquant aux Français ce que tu vas faire. En expliquant aux Français ce que tu vas faire. Voilà, clairement. Et donc, sur la commande publique et sur mais ça, c'est des détails, les gens n'ont pas cogité sur ça, ce que tu me dis. Si, on peut avoir un Elon Musk français. Ariane, ça marche plus. On peut avoir, mais maintenant, c'est pas l'État qui va dire il faut faire ça, il faut faire ça. Mais Ariane, ça marche on peut ouvrir à la concurrence.
Voilà, on peut ouvrir à la Pas de budget. concurrence. Parce que les entreprises Et puis américaines. il y a des boîtes plus privées par qui État. disent. Et je veux dire que Voilà. les jeunes ingénieurs qui ont bossé sur Ariane, ils se sont barrés chez Musk. Ouais, Donc bah voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut de la commande publique. Je suis d'accord. L'État doit être limité, particulièrement dans les lois sociales. Mais sur la commande publique, c'est ce qui permet justement l'émergence de champions. Il faut de l'argent. Et l'argent public, la commande publique, c'est ce qui fait justement ce fléchage-là. Les Américains sont très doués, les Chinois aussi, les Européens, ils ont tout donné au reste du monde, quoi. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Bon, les pour gars, je l'espace. suis désolé, je vais devoir vous laisser. Il faut une économie mixte. Bon, merci à toi, cher Alexis. On va Merci. débattre entre nous sur ta présidentielle. Ah, vraiment, moi, ça Je m'intéresse reviendrai vraiment. pour en parler. Eh oui, mais en plateau, là c'est en plateau. Hein. Ouais, ouais, Je fais plateau. plus de visio, hein, c'est en plateau. Hein. En plateau. Ok. Il n'y a aucun problème. Merci Mike, merci à Salut, tous. passe une bonne soirée. Voilà, Alliance Populaire. Merci, ciao. Salut. Bon, les gars, on peut enlever nos oreillettes. On continue encore 25 minutes d'émission. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce du soir que je ne connaissais pas? Voilà, je suis comme vous, là, Oui. je découvre tout. Tiens. Ah bah, moi personnellement, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Hein. Franchement, toutes les initiatives comme ça sont des bonnes nouvelles. Encore une fois, c'est vrai qu'on peut déjà réfléchir, parce qu'on est comme ça, on réfléchit déjà à ce qui pourrait se faire, parce qu'on est dans l'euphorie. Mais juste le fait de cette initiative-là, on est quand même content. En plus, voilà, il faut s'y prendre vite pour commencer à réunir des fonds. Parce qu'il y a toujours le problème de l'argent et le nerf de la guerre aussi, il faut réunir des fonds. Il faut quand même partir pas bien en tête, il faut quand même avoir de l'argent, mais l'initiative en soi est... Moi, j'ai rien à redire et j'espère qu'il y aura que ça va faire que les masses vont venir, mais aussi que c'est-à-dire que les politiques, mais ceux qui ont déjà là, qui sont des têtes d'affiche, Philippot, Asselineau, etc., suivent et que ce soit peut-être, comme on disait tout à l'heure, un peu une plateforme déjà, une plateforme d'entente avant de voir un parti, etc. Bah justement, est-ce qu'il ne faut pas un type des médias pour justement Si. passer dans les médias, quoi? Oui, Est-ce bah, que c'est pas ça le truc? Mais il a déjà l'habitude avec ses poulains. Il Ouais. gère lui-même un média, il a l'habitude de passer dans les médias, il passe bien. Bon. Est-ce que parce c'est que- quelque chose qui s'apprend, donc il le fait très bien, voilà, c'est très bien. Parce que, est-ce que, tiens, cher Pascal, Oui. est-ce que, en fait, lorsque les uns et les autres disent oui, il n'y a pas les médias, machin, c'est parce qu'en fait, ils sont pas fun dans les médias, ils sont pas bankable. Est-ce que c'est ça aussi? Parce que les chaînes de télé, elles veulent de l'audience. Est-ce qu'avec Alexis Et Poulain, elles font pas attention, d'audience? Elles veulent de l'audience pour vendre de la pub. Eh oui. Alors moi j'ai une solution qui enfin, c'est pas nouveau. Pour une fois je vais m'inspirer des États-Unis. Et bon, je voulais quand même dire simplement la réflexion Vas-y. à chaud sur la candidature de notre ami. J'ai entendu la voix du bon sens. C'est-à-dire que quand il nous a sorti ce qu'il avait envie de faire, ça nous a paru complètement naturel. Et pourtant, jusqu'à présent, c'est plutôt révolutionnaire. Alors, en ce qui concerne les médias, avec la pub, comment faire pression sur eux? C'est de lancer des campagnes de boycott des produits qui sont promus par la pub. Comme ça se fait aux États-Unis. Et je peux vous assurer Est-ce que ça marche en Amérique? Ah bah, à fond. Elle va pas dire, raconte. Ah bah à fond. Quand il y a il y a pas mal de lobbies qui sont un peu bizarres, hein, anti-avortement, des trucs comme ça. Bon, quand ils font une campagne de publicité, de boycott des produits, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des stylos, ça peut être des bagnoles, n'importe quoi. Immédiatement, les avocats se disent ouh là 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 là, on arrête les conneries, on va rétropédaler et puis on repart dans un autre site parce que sinon vous allez perdre de l'argent. Et la chaîne de télévision ou de radio qui voit que son client, enfin son fournisseur de publicité est victime d'un boycott, ils arrêtent tout de suite. Et Comme pour la pub Budweiser où un transgenre faisait de la pub en disant regardez, c'est la pub c'est la bière des transgenres, etc. oui, Ils ont boycotté et Budweiser a dû retirer la campagne de pub. La pub pour, je ne sais plus quel système d'alarme, là où on voyait tout un tas de gens, bien sûr, très, très à la mode, une chinoise, un black, etc. Et puis le cambrioleur, c'était un petit vieux pépère blanc, franchouillard, etc. Bon, ben, ça crée déjà une réaction. Ils ont refait un clip. Là, le type, il a une cagoule, on ne voit pas sa tête. C'est-à-dire qu'ils ont compris, l'agence de pub a dit « Ouh là là là, on va avoir un problème ». Et la société d'alarme a dû leur dire « Bon, ben, vous me requalifiez tout ça ». Parce que sinon, et quand on fait ce genre de choses, moi je l'ai pratiqué en Seine-Saint-Denis, je sais qu'on a un passé commun. T'es où déjà? À Montreuil. À Montreuil, voilà. Bon, quand le Parisien, ce qui à cette époque-là était un torchon complètement vendu à la mairie de Montreuil, vomissait sur ce qu'on faisait, eh bien,
toutes les annonces légales et tout étaient supprimées. Les huissiers avaient, pas pour instruction parce qu'ils le faisaient avec beaucoup de plaisir, supprimé les annonces légales. Et moi, je l'avais fait sur Montreuil, sur certaines choses. C'est ce que je viens de vous dire, des boycotts de tous les magasins qui faisaient de la pub dans le Parisien. Bon, alors au début, on a dit « oh, gna, 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 gna ». Puis quand ils ont vu qu'il y avait des clients habituels qui venaient plus et tout ça, puis qui préféraient aller ailleurs ou acheter un autre truc, ils se sont dit « oula, bon, vous arrêtez le... » C'est pas con. Vous arrêtez, mais tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le dire en sa présence, mais pour pouvoir reprendre le pouvoir, il faut déjà faire pression sur les élus existants. C'est-à-dire, t'envoies un courrier à un parlementaire, un député ou un sénateur, il ne faut pas oublier que les sénateurs, eux aussi, ils ont des comptes à rendre. S'ils ne répondent pas dans les 10 jours, on balance. Monsieur Machin n'a pas le temps de répondre aux électeurs. Voilà. Mais c'est pour ça que je me qualifie comme stalinien, parce que c'est la pression sur les gens qui ont capté le pouvoir. Oui. C'est-à-dire le reprendre. Le principe même du mot citoyen, c'est que on est responsable et les gens à qui on confie la gestion d'une entreprise publique ou d'une administration sont redevables devant les citoyens. Bien sûr. Et puis pour aller plus loin, mais moi j'ai envie qu'on relance cette petite mode qui s'appelle le code pénal, article 411-4.5, l'intelligence avec l'ennemi. Oui, Si trahison. Mis dans le programme, parce que ce serait intéressant, il y en a qui y passeraient. Pardon, c'est juste un Et avec des vraies détail, mais sanctions, quand même avec c'est-à-dire des vraies sanctions. le type il est viré, ses enfants n'ont pas le droit de rentrer dans l'administration. Enfin, bon, je ne veux pas faire le stalinien oui, à 100%, mais ils méritent, bien sûr. Puis on l'envoie à Cayenne, ça, je le dis ça. Et les îles Kerguelen, attends. Voilà. Très, très Et moi, sympa. je dis ça sans rigoler, évidemment. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.